Les deux grandes missions de la Banque centrale sont la maîtrise de l'inflation et booster la croissance économique. C'est ainsi que la Banque centrale du Congo a pris un trait de mesures de politique monétaire pour lutter contre l'inflation qui décime le pouvoir d'achat de la population congolaise. Curieusement, à chaque paye de fonctionnaires, le guichet de banque ont difficile à satisfaire leurs clients. Pourquoi? Décryptons ensemble cette situation avec le professeur Henri Nguerendawel. Nous vous disons merci de nous suivre de partout et salut à vous. Sans oublier, nous vous remercions de vos appels, de vos messages de partout dans le monde, que ce soit en République démocratique du Congo, en dehors du frontière ou en dehors du territoire national. Nous avons reçu vos messages, de nombreux messages, de nombreux appels. Nous vous remercions et continuez à nous suivre de partout où vous êtes. Nous l'appelons. Alors, monsieur le professeur, comment allez-vous? Je vais bien, madame. Qu'est-ce qui fait que, malgré toute la politique qu'on applique pour arriver à résoudre ce problème de l'inflation ou du taux de la dépréciation du franc congolais, mais on n'arrive pas, n'est-ce pas, à atteindre cet objectif à long terme? C'est quoi le problème? Ok, merci madame. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour l'honneur que vous me faites encore une fois. Nous vous prions. Pour pouvoir passer dans cette émission et essayer de partager avec vous et nos nombreux téléspectateurs certains points de vue par rapport à des questions de l'heure. Qu'est-ce qui ferait que, malgré toutes les politiques monétaires qu'on met en place, on n'arrive pas à atteindre l'objectif de stabilité? Exact. Il faut reconnaître que la politique monétaire, c'est l'une des composantes de la politique économique générale. Et à ce titre, la politique monétaire seule ne peut pas tout régler. Donc nous devons avoir la politique monétaire, mais que la politique monétaire soit accompagnée par d'autres politiques sectorielles. Et à ce titre-là, si nous avons une insuffisance de la production, ce n'est pas une politique monétaire qui va régler le problème de l'insuffisance de la production. Donc l'offre, nous devons travailler de telle sorte qu'on puisse augmenter l'offre. Donc il y a des secteurs productifs que nous devons nécessairement y mettre un accent particulier, de telle sorte qu'on puisse augmenter le niveau de la production. Et cela viendra en accompagnement de la politique monétaire, qui serait par exemple une politique monétaire expansionniste pour favoriser la production. À un moment donné, on va basculer vers une politique monétaire. Généralement, on parle de la politique monétaire prudente. Donc, réduire la quantité de monnaie en circulation pour permettre à ce que nous ayons également la quantité de monnaie suffisante pour financer l'activité économique et dans l'entretemps, contrôler l'évolution du niveau général des prix. Ce qui fait que, en s'appuyant seulement sur la politique monétaire, qui est une politique conjoncturelle, on ne pourra pas résoudre des problèmes structurels de l'économie congolaise. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons retenir. Donc le problème va persister dès lors on n'a pas mis l'accent sur le vrai problème. On a intérêt à mettre l'accent sur des politiques structurelles. Par exemple, la politique agricole, la politique industrielle. Dans la politique agricole, nous devons promouvoir la production agricole, la production des denrées alimentaires. Nous importons des denrées alimentaires, alors qu'on pouvait en produire également localement. Et dès lors que nous continuons à importer, nous allons être dépendants de ces importations-là. Et les prix de ces importations ne dépendent pas seulement de l'économie congolaise. Donc nous avons beau appliquer notre politique monétaire à l'interne, mais dès lors que vous importez une grande quantité de denrées de base et que les prix sont affectés à l'international, donc même au niveau interne, on sera affecté du niveau général des prix à la hausse. Alors quels sont alors les indicateurs, n'est-ce pas, de la stabilité d'une monnaie? Bon, d'emblée, nous pouvons en retenir deux. Il y en a plusieurs ou il y en a que deux? Mettons l'accent sur les deux. Le deux. Il y a la valeur interne de la monnaie qu'on peut mesurer par le taux d'inflation. C'est la quantité de biens et services que nous pouvons acquérir dans une économie avec une certaine quantité de la monnaie, donc un montant X donné. Si nous prenons par exemple 1000 francs, okay, à une date X, prenons aujourd'hui, nous pouvons acheter avec 1000 francs 2 bouteilles d'eau
que nous pouvons consommer, c'est que par bouteille, c'est 500 francs. Mais 3 mois après, si nous voulons acheter une bouteille d'eau et que la bouteille d'eau revient à 700 francs ou 800, il sera impossible d'utiliser 1000 francs pour acheter 2 bouteilles. Donc nous serons obligés d'acheter une seule bouteille. En conséquence, le pouvoir d'achat interne de cette monnaie-là s'est déprécié. Et donc, la valeur interne de la monnaie a connu une dépréciation et nous perdons un pouvoir d'achat. La valeur externe de la monnaie, c'est la quantité de devises que nous pouvons acheter avec une certaine quantité de la monnaie nationale. Prenons par exemple, à l'heure actuelle, si nous avons 12 500, ça peut nous permettre de nous procurer 5 $. Mais si 8 mois après, 6 mois après, avec 12 500 francs, nous ne pouvons plus nous procurer 5 $, on va se procurer par exemple 3 $, c'est que la valeur externe de la monnaie a perdu de son pouvoir d'achat. Et dans ces conditions-là, la monnaie nationale que nous prenons comme monnaie de référence est en train de perdre son pouvoir d'achat, que ce soit dans le volet valeur interne ou dans son volet valeur externe de la monnaie. Quelle est la situation actuelle de la monnaie nationale que le franc congolais? Est-elle stable ou instable à l'égard de ces deux indicateurs? Bon, parler de la stabilité, ça serait beaucoup plus complexe à l'heure actuelle. C'est complexe? On est dans une situation où la... Qui est difficile à expliquer, le prof. Non, cette stabilité est relative et elle est en même temps une stabilité qui est instable. Est-ce qu'à l'égard de ces deux indicateurs, nous pouvons confirmer que le franc congolais est stable actuellement? Je dis, cette stabilité est relative et elle est également instable. Du fait que... Non, cette stabilité est instable. À une période donnée, on peut observer une certaine stabilité, mais quelques jours après, nous revenons à la situation d'instabilité. Pourquoi? Donc, il faut dans ces conditions-là nous dire que la stabilité en soi ne peut pas être envisagée dans l'hypothèse où nous avons plusieurs paramètres qui ne sont pas contrôlables par la Banque centrale. Tel que? On est dans une situation où les 2 dernières semaines du mois d'août, on a observé une petite stabilité de la monnaie, une stabilité relative. C'est même pour ça que vous avez remarqué que pendant cette période-là, le taux de change a tourné beaucoup plus autour de 2400-2450. Et à la fin de la semaine passée, le taux de change a franchi le seuil de 2500. Donc 2500 relatif dans le marché parallèle, c'est presque 2550. Oui, cette stabilité relative est rompue. Donc nous revenons à l'instabilité. Et donc, nous ne pouvons pas conclure à une situation de stabilité à ce moment-ci. Quand vous prenez par exemple le taux, là je suis du côté de la valeur externe de la monnaie. Quand nous prenons la valeur interne du côté des taux d'inflation, vous aurez remarqué que le niveau des taux d'inflation cumulé est autour de 17,5%. Là, c'est le taux que nous avons observé à la date du 8 septembre. Quand vous prenez le taux d'inflation en glissement annuel, nous avons en glissement annuel un taux de 22,5%. Et ce qui veut dire, toutes choses restant égales par ailleurs, d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre la fin de l'année avec un taux d'inflation de 22,5%. Si le taux est au-delà de la moyenne, si on est au-delà de 20%, nous sommes dans ce qu'on appelle, dans le processus inflatoire, l'inflation déclarée. L'inflation déclarée, ça veut dire une inflation qui échappe au contrôle de la Banque centrale. Mais nous ne sommes pas encore là. Quand vous prenez le taux qui est retenu dans le programme du gouvernement, avec l'appui du FMI, le taux est de 11,5%. Le 11,5% comparé à 17,5%, l'écart est à peu près de 6%. Donc nous sommes déjà au-delà de l'objectif que... C'est énorme ou c'est encore acceptable cet écart de 6%? C'est énorme. C'est énorme. C'est une déviation par rapport à l'objectif. Lorsqu'on est au-delà de l'objectif qui est de 11,5% à 17,5%. Donc c'est une déviation qui est énorme en termes de politique monétaire. Et là, vous voulez dire que la politique monétaire de la Banque centrale est inefficace?
Bon, l'efficacité de la politique monétaire... Non, c'est la question. Confirme-nous. Je vous comprends. Mais permettez-moi, l'efficacité de la politique monétaire n'est pas à conclure d'emblée. L'efficacité de la politique monétaire est à analyser en parallèle avec l'efficacité des instruments de la politique monétaire de la Banque centrale. Et donc, si vous voulez, on peut rentrer maintenant dans le décryptage de ces différents instruments de la politique monétaire et voir quels sont les instruments qui sont efficaces, quels sont les instruments qui ne sont pas efficaces et conclure maintenant si la politique monétaire est efficace ou pas. Le premier instrument que la Banque centrale utilise et sur lequel la Banque centrale compte beaucoup, c'est son taux directeur. Le taux directeur est passé de 9% à 11%, de 11 à 25. Actuellement, le taux directeur est à 25. C'est le taux qui permet de donner la référence des taux aux banques commerciales. Quant à ce qui concerne le taux de référence. Oui, les taux débiteurs et les taux créditeurs. Mais prenons beaucoup plus le taux débiteur qui permet maintenant à ce qu'on puisse réguler la quantité de monnaie en circulation à travers le mécanisme des crédits. Et donc, l'objectif en augmentant ces taux, c'est pour empêcher à ce que les banques commerciales continuent à distribuer de crédits en monnaie nationale. On fait augmenter les taux directeurs. Ça impacte les taux débiteurs à la hausse. L'idéal serait de pouvoir réduire la possibilité des banques commerciales à demander, à créer de monnaie en octroyant des crédits, alors que les opérateurs économiques, quand vous regardez la demande des opérateurs économiques de crédit, cette demande est beaucoup plus en monnaie étrangère. Et en regardant la structure des crédits des banques commerciales, c'est entre 10 et seulement 15% des crédits qui sont octroyés en monnaie nationale. C'est 10%. Si. Dans le 100% de crédits accordés par la Banque centrale. Beaucoup plus en monnaie étrangère. Il n'y a pas assez de gens qui contractent des crédits en monnaie nationale. Parce que ce n'est pas assez rentable ni pour les banques commerciales qui octroient ces crédits-là. Au moment de remboursement, le crédit aura déjà perdu sa valeur du fait de taux d'inflation qui ne cessent d'augmenter. Et de l'autre côté, les opérateurs économiques qui sollicitent un crédit en monnaie nationale, ils sont en train d'investir ces crédits, mais le calcul pendant le remboursement est fait par les banques commerciales en monnaie étrangère. Et donc, même si on vous octroie un crédit aujourd'hui en monnaie nationale, mais le remboursement est ventilé sur une période donnée en monnaie étrangère. Et dans ces conditions-là, beaucoup d'opérateurs... Est-ce que c'est logique? Ce qui n'est pas logique, mais vous êtes dans le besoin, vous êtes demandeur de crédit. Ce n'est pas vous qui imposez les règles du jeu, ce sont les banques qui vous imposent les règles du jeu. Et donc, vous êtes, prenons le cas de fonctionnaire, vous êtes un agent de l'État, vous sollicitez un crédit de consommation. Votre salaire est versé en monnaie nationale. Quand on vous octroie l'équivalent de 3 ou de 4 mois de salaire à rembourser dans 6 ou 9 mois, le remboursement est réclamé par les banques commerciales en devises. Et donc, chaque mois, au moment des remboursements de la quotité de j'aimerais que vous repreniez, parce que là, ça nous concerne tous. Hein. Reprenons lorsqu'un fonctionnaire contracte du crédit auprès de la banque, il est payé. Oui. Le fonctionnaire qui est payé auprès d'une banque commerciale contracte un crédit. Le crédit de consommation ou des avances sur salaire même, ça prend une période de l'équivalent de 3 ou 4 ou 5 mois de son salaire. Le remboursement est ventilé par exemple sur 9 mois. Et le calcul qui est fait, il doit rembourser chaque mois en monnaie étrangère. La banque craint de perdre le pouvoir d'achat de son argent au moment des remboursements. C'est calculé en devises. Et chaque mois, quand vous devez rembourser en devise, mais c'est prélevé sur votre paiement qui est effectué par l'État congolais en francs congolais, c'est chaque mois que la quotité à payer augmente. Mais c'est du vol, parce que l'État n'a pas actualisé les salaires de fonctionnaires en fonction du taux d'échange. Non, c'est du vol. Est-ce que c'est logique? C'est ce que les banques commerciales font. C'est à la Banque centrale de veiller aux activités des banques commerciales, parce que elle a pour, entre autres, pour le pouvoir de supervision du système financier congolais. Donc, il revient à la Banque centrale de veiller à ce qu'il n'y ait pas
ces genres de tricheries auprès des banques commerciales. C'est ça le mot, tricherie. De toutes les fois, nous allons constater cela. Peut-être il faut recourir à qui? Lorsque les fonctionnaires ont du mal à payer les dettes qui font plus d'une année. Et vous continuez à payer le même somme, parfois les sommes très élevées, vous ne savez pas où commencer, comment finir. Qu'est-ce que le fonctionnaire devrait faire dans de telles situations? Bon, dans de telles situations, étant donné que le fonctionnaire est vulnérable par rapport à la position de la banque commerciale qui donne les conditions de crédit, vous n'êtes pas obligé de prendre un crédit. Mais quand vous prenez, c'est un contrat d'adhésion. Parce que le formulaire, on vous remet pour remplir. Toutes les conditions sont déjà énumérées et il vous reste maintenant à accepter ou à ne pas accepter. Mais par moment, on se trouve dans une position où on est obligé de contracter ces crédits. Tout simplement, on a par exemple des exigences ou des impératifs au niveau de la famille et on est obligé de solliciter ce type de crédits. Mais vous verrez que ce sont des crédits qui appauvrissent davantage le fonctionnaire et agent de l'État qui se trouvent déjà dans une situation de précarité. Continue avec les instruments qui vont attester si la politique de la Banque centrale, la politique monétaire de la Banque centrale est efficace. Les premiers instruments qui est le taux directeur, vous aurez remarqué qu'il n'est pas assez efficace parce qu'il ne peut agir que sur une proportion moins élevé de volume de crédit en monnaie nationale. Il n'y a pas d'influence Pas trop. Non, ça n'agit pour rien. Pas trop. Qu'on augmente le taux directeur, qu'on le baisse, ça va rien faire. Le commun des mortels, ça ne l'engage pas trop parce que le canal par lequel la politique monétaire passe, c'est le système bancaire. Mais vous aurez remarqué que la grande partie de la quantité de monnaie ne circule pas dans les systèmes bancaires, circule hors banque. C'est que nous appelons généralement la circulation monétaire hors banque. La proportion est très élevée en République démocratique du Congo. Donc quand on agit sur les banques ou dans les systèmes bancaires, c'est seulement une petite quantité de la liquidité qu'on est en train de contrôler, alors que la grande partie de cette liquidité circule hors banque. Le deuxième instrument, il y a l'instrument réserve obligatoire. On a fait passer les taux de réserve obligatoires sur les dépôts en monnaie nationale de 0% à 10%. Ça veut dire quoi concrètement? Voilà. Lorsque nous effectuons des dépôts en monnaie nationale auprès d'une banque commerciale, la banque commerciale est dans l'obligation de prélever 10% de ces montants-là et de constituer un dépôt auprès de la banque centrale. L'objectif, c'est de réduire la capacité d'intervention des banques commerciales dans l'économie. Pour réduire cette capacité-là, ça va permettre à ce que la Banque centrale contrôle également la masse monétaire en circulation et diminuer la pression sur le marché des biens et services et sur le marché de change. Mais qu'est-ce que nous observons? Allez-y. Sur l'ensemble de dépôts que nous avons auprès des banques commerciales, c'est seulement tout au plus 5% des dépôts qui sont constitués des dépôts en monnaie nationale. 5%. Et environ 95% se trouvent être en monnaie étrangère. Le crédit, c'est 15% et les dépôts, c'est 5%. 5% en monnaie nationale. Et lorsque les 5% sont en monnaie nationale, même si vous augmentez le taux de réserve obligatoire sur les dépôts en monnaie nationale, ça ne va pas permettre à ce qu'on puisse contrôler une grande partie de la situation monétaire. Et donc cet instrument-là encore n'est pas assez efficace. Bon, je préfère dire n'est pas assez efficace. Les Congolais n'ont plus confiance à leur monnaie? La confiance dans une monnaie tient compte de beaucoup de paramètres. Parce que je me rends compte, vous aussi, je crois bien, vous avez un compte à la banque en dollars, pas en francs congolais. Mais... En francs congolais également, comme fonctionnaire de l'État, j'ai un compte en francs congolais. Je suis payé dans mon compte en francs congolais et je subis les mêmes comportements du franc congolais que nous tous. Donc, il n'y a pas d'exception à ce niveau-là. Là c'est pour le compte salaire, mais votre propre compte, là, votre propre compte, votre propre épargne, je crois que c'est en dollars. Je parle du Congolais. Donc, non, nous observons seulement, okay. nous croyons que c'est en dollars. Alors, le troisième instrument, le bon banque centrale. Le bon banque centrale a permis à ce que
pendant les 3 dernières semaines, par exemple, la Banque centrale a ponctionné de la circulation à peu près 155 milliards de francs congolais. La première semaine, elle a ponctionné, donc retiré de la circulation en vendant les bons banques centrales aux banques commerciales, 60 milliards. La deuxième semaine, 65 milliards. La semaine passée, 30 milliards. Au total, nous avons 155 milliards retirés de la circulation par la Banque centrale. Ça crée une rareté de francs congolais dans les systèmes bancaires. Et quand il y a rareté de francs congolais dans les systèmes bancaires, c'est beaucoup plus maintenant sur les marchés parallèles que nous pouvons retrouver une grande partie des francs congolais, la circulation monétaire hors banque. Parce que le bon Banque centrale, pour l'instant, ces bons-là n'est pas ouvert aux entreprises et aux particuliers. Ce qui veut dire qu'il n'y a que les banques ou les institutions financières qui ont la possibilité de faire des placements en achetant les bons banques centrales. Et donc, cette rareté qui se crée fait qu'on a l'impression que la quantité de monnaie a été, ou la gestion de la liquidité... On a l'impression. Oui. A été pas une réalité, l'impression. A été maîtrisée et que de l'autre côté, cela peut avoir des effets assez relatifs sur le niveau général des prix. Là, nous sommes sur les marchés des biens et services et sur le niveau de taux d'échange. Là, on est sur les marchés d'échange et à terme, s'il y a un choc exogène ou endogène qui surgit, nous revenons dans la case de départ. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la stabilité instable. Donc, si nous pouvons conclure, comment concluez-vous à cette question? Est-ce que la politique monétaire de la Banque centrale est-elle efficace ou pas? Elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace. À telle enseigne que les instruments qui devaient conduire à l'efficacité de cette politique monétaire ne sont pas efficaces dans leur utilisation. Et cela ne dépend pas des clauses ou de clauses que nous avons conclues avec le FMI ou la Banque mondiale? Il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte dans ce que nous avons comme accord de principe dans le programme avec le FMI, mais nous avons une politique monétaire qui est indépendante, du fait de l'indépendance même de la Banque centrale. Et donc nous ne pouvons pas nous baser sur ça pour dédouaner l'inefficacité de la politique monétaire de la Banque centrale. On est dans une situation où la politique monétaire ne donne pas le résultat escompté. Et là, c'est l'inquiétude. Ne donne pas les résultats escomptés. Donc la stabilité du niveau général des prix et le maintien de ces stabilités-là sur une période relativement longue. Aujourd'hui, l'État demande à ce que le professeur Henri Ngirindawel donne des idées afin de résoudre ce problème qui date de très longtemps, qui dérange leur pouvoir d'achat. Voilà la place de l'actuel gouverneur de la Banque centrale. Qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème? Ok, nous tenons à insister sur le fait que la politique monétaire... Vous avez baissé les tons, hein? Non, je garde le même rythme. Allez-y. Nous tenons à insister sur le fait que la politique monétaire seule ne peut pas régler le problème de l'instabilité du franc congolais, de la dépréciation de cette monnaie. Non. Il est important qu'on prenne en considération les autres politiques sectorielles. Parce que dans une économie comme la nôtre, où il y a un fort niveau de dollarisation, nous avons dépassé le taux de 80% de dollarisation. Ça veut dire... Nous avons dépassé le taux de 80%. On a un taux de dollarisation supérieur à 80%. Ce qui voudrait dire, si la politique monétaire doit être efficace, elle ne peut être efficace que sur le 20% ou le moins de 20% de la masse monétaire qui reste en circulation. Le 80% de la masse monétaire en monnaie étrangère est hors contrôle de la Banque centrale. Alors à quoi sert la Banque centrale dans ces cas, si elle ne peut contrôler que moins de 20% du franc congolais?
Mais elle reste des banques centrales aussi longtemps que l'État congolais qui lui a donné ses pouvoirs ne lui a pas retiré ses prérogatives. Donc la Banque centrale, il n'y a pas que cette mission-là de l'objectif. Quand bien même que l'objectif de stabilité des prix, c'est l'objectif principal d'une banque centrale, mais on ne peut pas d'emblée conclure à l'inexistence d'une banque centrale dans ces cas-là. Il y a plusieurs autres fonctions que la banque centrale remplit. Et donc ici, nous disons, il faut que nous prenions en considération le fait que la politique monétaire est l'une des composantes des politiques économiques générales et qu'on doit actionner les autres politiques, la politique agricole, la politique commerciale, la politique industrielle, la politique... Toutes ces politiques-là doivent accompagner la politique monétaire, même la politique des infrastructures. Les prix augmentent pourquoi? Un exemple simple. Le pont qui sépare Kenge de Kinshasa est interrompu et on doit transporter la marchandise de Kenge pour venir vendre à Kinshasa le riz, le manioc et tout ce que vous voulez. Mais le stock qui est bloqué de l'autre côté de ces ponts-là, qui ne sait pas atteindre le marché à Kinshasa, va créer une rareté sur le marché à Kinshasa et ça peut occasionner une augmentation du niveau général des prix. Mais dans ces conditions-là, même si vous mettez en application votre politique monétaire, si vous n'avez pas réhabilité le pont, cette marchandise ne va jamais arriver à Kinshasa. Et si cette marchandise n'arrive pas à Kinshasa, comment vous allez réguler les prix? Donc, il ne s'agit pas de la politique monétaire à tout prix. Nous sommes de ceux qui estiment que la politique monétaire n'est pas une politique à tout faire. Parce que la compréhension aujourd'hui, étant donné que la politique monétaire, on ne passe pas par l'autorisation, par exemple, du Parlement pour mettre en place une politique monétaire, la facilité qu'on a, c'est d'initier une politique monétaire pour chercher à régler tous les problèmes économiques qui se posent dans un pays. Même si ce ne sont pas des problèmes monétaires. Même si ce ne sont pas des problèmes monétaires, tu l'as dit. Et donc, on doit restructurer la politique économique générale pour donner à la politique monétaire sa place et circonscrire la sphère d'intervention de la Banque centrale strictement dans le contexte de la politique monétaire. Nous avons constaté ce qui est sûr à chaque pays de fonctionnaires, les guichets de banque ont difficile à satisfaire les clients. Comment l'expliquez-vous? Ok. De manière technique, du fait de la dépréciation de la monnaie nationale, les banques commerciales ont pris l'habitude de garder une position assez courte en monnaie nationale et une position très longue en monnaie étrangère. Position courte et longue, ça veut tout simplement dire moins de liquidités en monnaie nationale et plus de liquidités en monnaie étrangère parce que la liquidité en monnaie nationale perd sa valeur au bout d'un certain temps. Donc très rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant les opérations de paye, nous arrivons à une situation, les banques n'ont pas suffisamment de liquidités en monnaie nationale pour satisfaire la demande de leurs clients qui viennent seulement pour retirer leur rémunération. Et aussi, il faut ajouter à cela le fait que cette monnaie se déprécie rapidement. Personne ne veut laisser dans son compte beaucoup de liquidités en monnaie nationale, c'est qu'il va finir par perdre sa valeur au bout d'un certain temps. Deuxième chose, du fait également de la mendicité du montant en question, chaque agent économique, fonctionnaire et agent de l'État cherche à récupérer l'entièreté de son salaire en une seule fois et cela fait que la demande en monnaie nationale est assez élevée pendant cette période-là pour les banques commerciales. Étant donné qu'elles ont généralement une position courte, elles n'arrivent pas à satisfaire à cette demande. De l'autre côté, c'est également une situation qui est bénéfique pour les banques commerciales parce qu'elles tirent profit de la différentielle des taux. Le fait que vous êtes arrivé au guichet des banques commerciales et qu'il n'y a pas le franc congolais, on vous demande de prendre votre salaire en monnaie étrangère. Et quand vous retirez en monnaie étrangère, c'est au taux de vente des devises que la banque commerciale va vous remettre ces devises. Prenons par exemple maintenant là, on peut vous remettre les devises au guichet d'une banque commerciale à un taux de 27, alors que quand vous retirez du guichet de la banque commerciale, vous ressortez et que vous voulez effectuer une opération,
vous allez être confronté au taux réel du marché, qui est le taux d'achat des devises, qui serait par exemple le taux de 24 ou 24,5, 25, voilà. Et vous avez à peu près 200 francs par dollar. Et sur 10 dollars, vous avez à peu près 2000 francs. Quand vous allez sur 1100 dollars, l'enveloppe augmente. Ce qui veut dire, les banques, en s'appuyant sur ces différentiels des taux, elles se trouvent être encouragées à ne plus chercher à servir leurs clients en monnaie nationale et à les servir en devises pour tirer profit des différentiels des taux. Donc nous nous retrouvons dans une situation où vous allez retirer votre salaire, la banque vous impose de prendre votre rémunération en monnaie étrangère et vous vend ces devises-là, ce qui est bénéfique pour elle. Alors que votre salaire n'est pas non plus actualisé. N'est pas en devise, c'est en monnaie nationale. Et quand vous retirez ces devises, soit du guichet, soit des distributeurs, et vous vous retournez sur le marché, vous vous retrouvez face à un autre taux qui est à la baisse, qui est le taux du marché parallèle, parce que là, vous êtes sorti du système bancaire. Et donc, vous serez obligé maintenant d'utiliser les 10 dollars qu'on vous a donnés dans le système bancaire à 27 000, à 25 000 ou 25 500, parce que vous êtes obligé d'acheter sur un marché ou donner à ceux que nous appelons communément les cambistes au coin des avenues. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est à la Banque centrale de résoudre ce problème ou c'est un problème lié à cette rareté de francs congolais que le fonctionnaire et agent de l'État devrait subir? Mais est-ce qu'on peut trouver une solution à ces problèmes? Ce que nous devons retenir est que le compte du Trésor est en monnaie nationale. Et lorsque la Banque centrale crédite le compte des banques commerciales pour les opérations des payes des agents et fonctionnaires, ça se fait en monnaie nationale. Et donc, il n'y aurait pas de raison que les banques commerciales imposent aux agents et fonctionnaires de l'État le retrait à leur guichet ou à leur distributeur de leur rémunération en monnaie étrangère. Parce qu'il y a un manque à gagner pour ces agents et fonctionnaires de l'État. Et la Banque centrale devrait veiller à ça. Parce qu'on ne peut pas, pour une opération, pas d'achat de devises, parce que ces fonctionnaires n'ont pas besoin d'acheter les devises. Ces fonctionnaires ont simplement besoin de retirer leur salaire de guichet des banques. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on leur impose un comportement de telle sorte qu'ils se retrouvent dans l'obligation de retirer leur salaire en monnaie étrangère. Parce que vous faites des tours. On vous a payé depuis, par exemple, le 28 jusqu'au 5 du mois suivant. Vous n'avez toujours pas eu accès à votre salaire. Les besoins n'attendent toujours pas. Vous serez obligé de prendre votre rémunération en monnaie étrangère. Et là, vous subissez de perte de pouvoir d'achat. C'est comme si la Banque centrale n'arrive pas à imposer de loi, étant donné une banque commerce, de loi à ses enfants qui sont le banque commercial, si on peut les comprendre comme ça. La Banque centrale a tous les mécanismes pour pouvoir... Parce qu'elle peut imposer à toutes ces banques d'arrêter cette manière de faire des choses. Il revient également à l'État congolais qui paye ses agents et fonctionnaires de veiller à ce que ces agents et fonctionnaires payés puissent avoir accès à leur rémunération. Parce que si on envoie les listes ou les listings des payes auprès des banques commerciales, vous avez généralement suivi les enseignants des humanités ou les autres disent depuis 2 semaines, nos listings sont à la banque, on n'est toujours pas payé. Depuis 2 semaines, les listings sont à la banque, on n'est pas payé. Pourquoi? Parce que la Banque centrale n'a pas encore crédité les comptes de ces banques pour permettre à ce que les banques puissent payer les agents. Mais maintenant que les comptes sont crédités en monnaie nationale, pourquoi les banques commerciales doivent servir les agents et fonctionnaires en monnaie étrangère, en tirant profit de la différentielle des taux? C'est la grande question. Et donc, il y a toute une cellule de paye au niveau de la Banque centrale, il y a des membres du gouvernement qui suivent ces opérations-là. Il faudrait maintenant attirer l'attention des banques commerciales quand on est pendant la situation de paye des agents et fonctionnaires de l'État et que la Banque centrale a crédité. Parce que si la Banque centrale crédite leurs comptes en devises et que ils doivent chercher. Les banques commerciales n'ont pas de monnaie, la monnaie nationale, mais qu'on donne aux agents les devises créditées par la banque centrale. Ça sera pas mauvais. Si on nous paye en dollars, alors, ça sera pas mauvais, je pose la question. Maintenant, quel est le problème? Parce que l'économie est dollarisée. L'économie est dollarisée. Le dollar américain circule dans l'économie. Donc, vous pouvez acheter ou vendre en devises étrangères. Et donc, si on vous paye en monnaie étrangère
Où est le mal? Si la Banque centrale ne contrôle que 20 ou moins de 20% de dépôts en francs congolais, ne serait-il pas important aujourd'hui de changer carrément la monnaie nationale? Non, je l'ai déjà expliqué. La réforme Parce que c'est évident. La réforme monétaire, c'est un processus très complexe et très coûteux. Complexe parce que nous allons revenir sur le changement total des signes monétaires que nous avons en circulation. Et là, nous avons également un coût à supporter. Et donc, le coût d'impression de ces billets-là risque d'être un coût très élevé et que, dans les conditions actuelles, nous ne soyons pas vraiment à mesure de prendre ça en charge parce que pour chaque billet des banques émis, cela coûte exactement la même chose, que ce soit un billet de 100 francs, un billet de 50 francs, qu'un billet de 20 000 francs. On peut savoir le coût, le prix de mission d'un billet de francs congolais. Ça rentre dans la discrétion de ceux qui font ces opérations-là. De l'hôtel de monnaie. Je peux illustrer un exemple. De l'hôtel de monnaie. De la Banque centrale. Oui. Je peux illustrer par un exemple. Si il s'avère, par exemple, que pour imprimer un billet de banque en République démocratique du Congo, cela nous coûte l'équivalent de 0,5 $ américains. Donc c'est à peu près 1250 francs. OK? À peu près. 1250 francs. Donc si nous émettons un billet de 50 francs, nous émettons ces billets-là avec une perte de 1200 francs. Le billet de 50 francs. Le billet de 50 francs. Que ce soit de 10 francs, de 5 francs, de 20 francs. Le coût est de 1250 francs. Si nous émettons un billet de 500 francs, on va réaliser une perte sur cette opération-là par rapport au coût de production de 750 francs. Si on émet un billet de 1000 francs, la perte est de 250 francs. C'est seulement lorsque nous allons au billet de 5000 francs que la position devient favorable. Vous verrez que s'il revenait à un particulier d'émettre ces billets-là, nous allons avoir beaucoup plus les billets de 20 000, 10 000, 5 000. Parce que ça donne une marge qui est positive. Les billets en dessous de coût de production seront des billets difficiles à émettre. Donc c'est le cas d'aujourd'hui, on n'a plus de billets à valeur faciale, moins faible, voilà. Et cela, le 20 francs, le 10 francs, les 50, le 100, les 100 également à l'inflation. Du fait que, puisqu'il n'existait pas en grande quantité des billets à valeur faciale faible. C'est que nous allions appeler le sous-multiple de la monnaie. Lorsqu'un prix est fixé à 350 francs ou 380 francs, le comportement normal serait d'arrondir à 500 francs pour que je ne me fasse pas mal à la tête en train de rechercher des petites coupures partout à travers la ville. Vous aurez remarqué même que les chauffeurs de taxi, à un moment, on faisait même des décotes. Ils donnent un billet de 1000 francs, on lui donne 900 francs en petite coupure. Ils donnent un billet de 1000 francs, on lui donne 800 francs en petite coupure. Et à la fin des comptes, même les chauffeurs de taxi vous disent, si vous n'avez pas de petites coupures vous-même, lui, il ne sait pas en trouver. De là, il augmente le prix de taxi, le prix de la course qui était de 650 est directement arrondi à 1000 francs. Systématiquement. Et lorsque nous sommes à 1000 francs, regardez l'écart. C'est une augmentation de 35% du niveau des prix. Mais si on fait le cumul de ces 35%, 50% de l'augmentation des prix à gauche et à droite, l'inflation est au rendez-vous. L'inexistence des petites coupures ou des billets à valeur faciale faible est également source de l'inflation dans notre pays. Et on doit régler ces problèmes. Mais vous ne voulez pas qu'on change de monnaie. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? À un moment donné, on s'est dit, on va mourir dedans. On ne va pas mourir dedans, personne ne va mourir. Mais nos parents, nos arrière-parents ont connu cette situation. Est-ce que, monsieur le professeur, dites-nous la vérité. Est-ce qu'on peut arriver à un moment donné
où on se dit l'économie commence à être dédollarisée. Parce qu'on a connu ce qu'on appelle la fixation de prix en monnaie nationale. On se rend compte que ça n'a pas toujours résolu le problème. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour résoudre ce problème qui gangrène, je le dis bien, la population congolaise? Dédollariser l'économie congolaise peut être un objectif que le gouvernement peut se fixer avec la Banque centrale, mais il faut nécessairement du temps. On ne dédollarise pas du jour au lendemain, non. Ça ne se décrète pas non plus pour dire à partir d'aujourd'hui nous allons dédollariser et à la fin de l'année la dollarisation aura pris fin. Non, c'est une question de confiance que la population va avoir envers sa monnaie. Et donc ça prend du temps. Mais quand vous rentrez là-dedans, les aspects techniques donnent quoi? Les aspects techniques font que l'indicateur qui nous permet de mesurer la dollarisation, c'est les dépôts en devises auprès des banques commerciales. Les pays qui ont eu à dédollariser, la première des mesures qui est toujours prise, c'est la nationalisation des comptes. Ça veut dire tous les comptes en monnaie étrangère sont ramenés en monnaie nationale, ce qui permet de neutraliser l'indicateur de mesure de dollarisation. Et lorsque nous avons tous nos comptes auprès des banques commerciales en monnaie nationale, en francs congolais, comme vous le dites, il n'y a plus cet indicateur-là. Mais vous voulez dédollariser, mais en même temps, vous laissez un indicateur permettant de mesurer la dollarisation active, la liberté que les opérateurs économiques ont à disposer d'un compte en monnaie étrangère. On est en train de parler de quoi? Ça n'a pas de sens. Dédollariser le compte d'épargne, c'est l'unique mesure à faire ou l'unique instrument? Il y a plusieurs autres mesures qui doivent accompagner à côté de cette mesure-là. Lorsque nous prenons l'initiative de dédollariser, cela va nous demander un temps relativement long. Les spécialistes du domaine disent ceci. La dédollarisation prend la même durée de temps que la dollarisation aurait pris pour s'enraciner. Si nous prenons l'année de base, pour nous, la République démocratique du Congo, comme les années 1990, ce n'est pas en moins de 30 ans que nous allons dédollariser l'économie congolaise. Et donc, nous serons dans ce processus-là. Et autre chose, les pays qui ont tenté la dédollarisation de leurs économies, l'Argentine, le Brésil, Bolivie, Pérou, tous ces pays de l'Amérique latine, ils ne sont jamais arrivés à dédollariser totalement leurs économies, mais ils ont quand même réussi à baisser l'ampleur de la dollarisation. Le taux de dollarisation était au-delà de 70%. On peut se retrouver à 45%, 37%. Donc le niveau de dollarisation a diminué. À côté de nous, le Zimbabwe, qui est avec nous dans la SADC, a dollarisé son économie en 2009, la dollarisation intégrale. Donc, la monnaie zimbabwéenne a cessé d'avoir cours légal. Et donc, on a commencé maintenant à utiliser le rand sud-africain et le dollar américain. Ils sont d'ailleurs en train de vouloir instituer également comme une troisième monnaie, la monnaie chinoise. Et donc, ça fait plusieurs années que le Zimbabwe tente de faire marche arrière. Ça ne marchait pas. Ils sont partis pour du bon. La population ne veut pas. Ils ont commencé par émettre des certificats de dépôt qui pouvaient circuler. Le compte que vous avez en devise, on vous émet un certificat de dépôt en monnaie nationale sur ces comptes-là que vous pouvez faire circuler, mais la population n'en a pas voulu. Et donc, nous sommes toujours dans cette situation de dollarisation. Et c'est une bonne situation pour un pays. Mais seulement, je peux dire ceci. La dollarisation n'est pas une fatalité. Il y a des économies, tout en étant dollarisées, qui sont devenues des économies émergentes. Je citais le Brésil, j'ai cité l'Argentine. Donc ce n'est pas un frein pour le développement. Non, nous ne pouvons pas, parce que par moments c'est gênant. Quand on commence l'analyse de l'économie congolaise, les économistes commencent toujours, ou non économistes, l'économie congolaise étant dollarisée, ce n'est pas une fatalité. Même en étant dollarisée, on peut
devenir une économie émergente. D'ailleurs, nous faisons une partie des opérations avec des monnaies ou une monnaie qui est assez stable. Donc c'est également un atout pour l'économie nationale. Également un atout. Mais cependant, nous sommes beaucoup plus attachés en tant que patriotes à notre monnaie nationale, mais nous pouvons maintenant faire un effort de telle sorte que cette monnaie étrangère, le premier pas, voilà, je vous l'ai dit, le premier pas dans cette dollarisation, c'est maintenant faire un effort de telle sorte que les dollars ne circulent plus dans la rue, même si nous pouvons l'utiliser, mais que ça ne soit pas dans la rue, que dans la rue, dans nos petites transactions, dans les transactions de chaque jour, ça soit la monnaie nationale. Dans les grosses transactions, dans les opérations avec les banques, nous utilisons la devise. Et à ces moments-là, nous allons nous habituer à utiliser notre monnaie nationale dans les opérations, à l'interne, et ne pas se retrouver avec un 10 $, un 20 $, n'importe où vous vous retrouvez. Vous pouvez avoir le franc congolais quand vous vous demandez. Vous pouvez acheter même en devise. Vous avez un 10 $ sur vous, vous voyez la maman qui vend les pains, vous remettez un 10 $, elle vous donne les pains et elle vous donne la différence en franc congolais. Donc, vous voyez même que la maman convertit. Elle devient cambiste. Donc, allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, nous pensons que le prochain numéro, nous parlerons du processus de dédollarisation de l'économie congolaise. Mais nous avons compris aujourd'hui que la dollarisation n'est pas une fatalité, c'est pas un frein non plus pour l'émergence ou le développement de l'économie congolaise. C'est vrai, la politique monétaire reste inefficace, mais à retenir que les problèmes économiques ne seront pas résolus tous en une seule politique et la politique monétaire. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.